Bonjour et bienvenue à ce webinaire analyse de 10 années d'action collective. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais on peut dire que c'est un webinaire sous la pluie puisqu'il y a un gros orage à Montréal. Donc, je me présente, je suis Catherine Chouinard, je suis directrice valorisation communication chez Avenir d'Enfants et je suis avec ma collègue Sonia Dali qui est conseillère soutien aux communautés et qui est aussi doctorante en psychologie communautaire. Donc, c'est un peu notre chercheur en résidence chez Avenir d'Enfants. Voilà. Donc, ce webinaire-là d'analyse de 10 années d'action collective, c'est que, enfin, on devrait dire presque 10 années d'action collective parce qu'on a commencé notre action en 2009. En 2019, ça va faire 10 ans qu'on est sur le terrain. Ça va faire 10 ans qu'on accompagne des partenaires en petite enfance, autant au niveau local, régional, national, qui mettent en œuvre des projets innovants, qui mettent en œuvre une action collective en petite enfance, qui analyse la situation, qui analyse les besoins des enfants, des familles, de leur communauté pour ultimement contribuer au développement global des jeunes enfants. Et vous imaginez bien que de là, on est assis sur une mine de connaissances, d'expériences, d'apprentissage en petite enfance. Qu'est-ce que ça veut dire, ces apprentissages-là? Et surtout, puis ça, c'est l'objectif de la démarche qu'on a commencée l'automne dernier, dans cette analyse-là, c'est surtout de répondre à la question de quoi ont besoin les enfants et leurs familles. On pense qu'on est en mesure d'avoir des parties de réponse à cette grande question-là en analysant l'action collective et on souhaite se faire porte-voix des partenaires du projet collectif et faire connaître leur analyse et leur réponse à ces besoins-là. Puis, ultimement, l'objectif de notre démarche aussi, c'est de formuler des recommandations d'action à poser afin d'y répondre de façon sociétale, afin de pouvoir aller contacter des décideurs, afin de pouvoir agir d'influence. Donc, depuis l'automne, Sonia travaille à ce projet-là avec notre collègue Maxime Clément. Et donc, on voulait vous en présenter un peu les résultats aujourd'hui. Il y a 5 sections à cette démarche-là qu'on a faite. La première section étant le soutien au développement des jeunes enfants. La deuxième section, le soutien aux parents durant la période périnatale. La quatrième, la qualité de vie des familles. Et la cinquième, le soutien à la mobilisation des communautés. Donc, Sonia va vous présenter ces 5 sections-là. Il va y avoir une période de questions après chaque section. Donc, ce n'est pas à la fin, c'est entre chaque section, on va faire ça comme ça. Pour pouvoir poser des questions, il faudrait que vous les écriviez sur votre écran, dans votre chat à gauche de votre écran, en fait, en bas. Et là, à ce moment-là, on va les récolter et on pourra y répondre. S'il arrivait qu'on avait suffisamment de questions pour être encore en webinaire à 5 heures cet après-midi, ce que vous ne souhaitez pas et nous non plus en quelque sorte, on pourra recueillir certaines des questions auxquelles on pourra répondre par écrit et qu'on mettra en ligne. On mettra en ligne les réponses sur le site agirto.org. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sonia. Merci Catherine. Donc, en fait, Catherine vous présentait les différentes sections qu'on a travaillées avec l'ensemble en fait des données dont Avenir d'Enfants dispose. La première et non la moindre concerne le soutien au développement des jeunes enfants, évidemment. En fait, sans surprise, c'est évidemment une section qui est très importante dans ce qu'on a travaillé. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, tous les enfants naissent avec une capacité extraordinaire d'apprendre. On sait évidemment qu'il y a certaines périodes qui sont plus privilégiées pour apprendre certaines choses et que la capacité de tirer profit, en fait, de ces périodes-là, qu'on appelle souvent des fenêtres d'opportunité, dépend largement de l'environnement dans lequel sont les enfants. Donc, qu'en est-il au Québec, en fait, si on se remémore un petit peu l'état de situation de nos enfants au Québec? C'est sûr qu'on a de plus en plus de données, en fait, sur les jeunes enfants. Mais si on avait à se rappeler de ce qui est le plus important, mais on sait bien qu'il y a un enfant sur 4 au Québec qui est considéré vulnérable au moment de son entrée à la maternelle, comme nous l'indiquent les données de l'ACDEM. On va recevoir d'ailleurs d'autres données cet automne. Donc voilà, un enfant sur 4, en fait, si on pouvait l'imager, ça représente quand même un centre Bell à guichet fermé. Donc c'est assez impressionnant. On sait aussi qu'en milieu défavorisé, on tombe à un enfant sur 3 qui est considéré vulnérable au moment de son entrée à la maternelle.
Et on sait aussi que, avec les données de l'ACDEM, que les enfants qui sont considérés vulnérables sur un ou plusieurs domaines de développement sont souvent en fait vulnérables en premier lieu sur le plan socio-affectif. Donc, il y a d'autres données en fait qui nous permettent de voir à quel point cette considération-là, au niveau socio-affectif, peut être inquiétante. On sait qu'il y a plus de 3000 enfants entre 1 an et 5 ans qui sont victimes de violences physiques sévères au Québec, qu'il y a eu une hausse de 27 des signalements entre 2007-2008 et 2015-2016, et aussi que 22 000, un peu plus que 22 000 enfants âgés de 1 à 5 ans ont reçu un diagnostic formel de troubles de santé mentale. Ce qui sous-estime évidemment le nombre d'enfants en fait qui a réellement un trouble de santé mentale. Donc, l'état de situation est assez clair, en fait. Puis, quand on regarde, en fait, qu'est-ce qu'on a pu tirer de l'action collective des 10 dernières années, de votre expérience, de ce que vous avez fait, c'est évidemment tout à fait en lien avec l'état de situation qu'on peut regarder au Québec. D'abord, ce fait intéressant, 82 des actions que vous avez réalisées qui visaient principalement l'enfant concernaient le développement socio-affectif et langagier, sans surprise. Du côté socio-affectif, en fait, vous avez été nombreux, là, si j'avais à vous donner quelques catégories de thèmes sur lesquels vous avez collectivement choisi d'agir dans l'ensemble du Québec, du plus important au moins important, je dirais. Puis moins important, c'est relatif parce que je vous dirais qu'il y a un grand volume d'actions quand même qui a été déployé là, sur l'ensemble des éléments concernant le développement socio-affectif. Et vous avez principalement travaillé sur l'attachement, la discipline, la routine, la gestion des émotions, l'estime de soi et la résolution de conflits. En fait, puis au niveau langagier, vous avez été nombreux à travailler sur le développement du langage lui-même, sur le développement des compétences des intervenants qui travaillent autour des jeunes enfants et des familles en matière du développement du langage, et très nombreux aussi à miser sur l'éveil à la lecture et à l'écriture. Ce qui nous amène en fait à conclure en quelque sorte que les besoins aussi au développement des enfants, plus particulièrement au niveau socio-affectif et langagier, exigent vraiment une intensification des actions. En fait, c'est ce qu'on a observé dans les dernières années. Il y a eu vraiment une intensification des actions, et plus particulièrement au niveau socio-affectif et langagier. Quand on regarde le type d'actions qui sont réalisées au niveau du développement socio-affectif et langagier, vous avez principalement agi dans l'intervention directe auprès des enfants, mais aussi dans la formation et le développement de compétences, dans la sensibilisation et la promotion, que ce soit, par exemple, informer des partenaires, des intervenants, des parents sur l'éveil à la lecture et à l'écriture, par exemple. Mais aussi, un grand effort a été fait dans l'arrimage des services, plus particulièrement au niveau du développement langagier où on sentait que c'était un besoin très important. Ce qu'on remarque aussi à travers l'ensemble des données dont on dispose sur ce que vous avez réalisé en fait dans les dernières années, c'est que l'offre institutionnelle, surtout en matière de développement socio-affectif et langagier, ne semble pas nécessairement suffisante. Pourquoi on arrive à cette conclusion-là? D'une part, à cause de la quantité d'actions qu'on a financées à ce niveau-là, la quantité de financement aussi qui a été octroyé, le type d'actions qui ont été réalisées, notamment en intervention directe, qui est vraiment la majeure, en fait, là, des actions qu'on a financées, mais aussi par le type de porteurs d'actions qu'on peut observer dans les plans que vous nous soumettez à chaque année. Il y a vraiment une grande majorité des actions, en fait, en matière de développement socio-affectif et langagier, qui sont portées évidemment par des services de garde, mais également par des organismes communautaires familles qui sont très nombreux. Mais aussi les municipalités, en fait. Les municipalités sont particulièrement présentes, en fait, notamment au niveau de l'éveil à la lecture et à l'écriture. En fait, elles sont carrément, si on regarde les données de 2016, là, qui sont les dernières données que j'ai pu utiliser pour l'analyse parce que vous venez de déposer des nouveaux plans d'action, mais donc, c'est ça, si on regarde du côté des municipalités, elles sont porteuses en fait de 8 des actions qui sont réalisées en éveil à la lecture et à l'écriture. Et elles sont vraiment des championnes de sensibilisation et de promotion.
Donc, c'est souvent dans ce créneau-là qu'ils vont agir et en intervention directe aussi, notamment en matière là, par exemple, de loisirs avec les livres comme les bibliothèques municipales, etc. Donc, on voit vraiment que ce ne sont pas juste les acteurs traditionnels ou institutionnels qui agissent sur ces domaines de développement-là et qu'il y a vraiment une offre diversifiée qui s'est créée là, dans les dernières années qui exprime, qui reflète en fait des besoins assez importants. Ça nous amène en fait à certaines recommandations qu'on a formulées spécifiquement pour ce thème-là, le soutien au développement des jeunes enfants. Ces recommandations-là sont au nombre de 4 en fait pour ce thème-là. La première, c'est que si on est capable en fait de pouvoir témoigner de l'état de situation des enfants, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a eu une recrudescence, je dirais, là, dans les dernières années, ou une importance qui a été accordée visiblement à aller chercher des données, d'avoir des données systématiques sur l'état de développement des enfants, notamment grâce à l'ECDEM, mais aussi sur le soutien aux enfants via les familles. Donc, qu'est-ce qu'ils vivent nos parents au Québec? C'est quoi leur expérience par rapport à l'utilisation des services? Comment ils vivent leur quotidien? Comment ils sont soutenus dans leur rôle à tous les jours. Donc, vraiment, avec l'équipe, entre autres, on a pu l'initiative Perspective Parents, on a pu aller chercher des données à ce niveau-là aussi. Il y a l'Observatoire des tout-petits qui publie différents dossiers qui nous renseignent effectivement aussi sur l'état des enfants, de leur environnement. Donc, tout ça est vraiment précieux. Et c'était évident que parmi nos recommandations, on allait retrouver l'importance de conserver cet accès et la poursuite, en fait, de ces grandes enquêtes-là qui nous permettent de prendre le pouls de l'état des enfants et de leurs familles et des environnements dans lesquels ils sont. On recommandait également de soutenir des initiatives communautaires et institutionnelles qui visent à repérer le plus tôt possible les problématiques dans le développement des jeunes enfants. Je vais pouvoir l'aborder un peu plus loin dans le thème accessibilité et qualité des services, mais vous êtes vraiment nombreux, notamment le réseau communautaire, le réseau des services de garde, à avoir réalisé des actions en développement des compétences, des actions de formation, des actions de soutien pédagogique. Donc, il y a vraiment un besoin, en fait, de formation, de développement des compétences, et plus spécifiquement au niveau de l'observation des enfants. On parle souvent de dépistage dans ce qu'on réalise, mais avant même le dépistage, il y a souvent le repérage qu'on appelle. Donc, l'idée qu'avant même qu'un problème soit visible et nécessite des interventions plus musclées, il y a souvent des signes annonciateurs. Donc, on est au balbutiement de quelque chose et ça exige quand même un œil avisé, rigoureux pour pouvoir repérer ça. Et les enfants ne sont pas tous en service de garde, ne fréquentent pas tous des maisons de la famille. Donc, c'est une diversité d'acteurs qui sont appelés à pouvoir repérer efficacement des enfants ou des parents qui vivraient des problématiques. Donc, il y a un grand besoin à ce niveau-là qui mérite d'être renforcé, surtout pour les services de première ligne, où sont plus particulièrement les enfants et les familles. On recommande également de soutenir des initiatives communautaires institutionnelles qui soutiennent les parents dans leur pratique parentale, évidemment, parce que, bon, un enfant qui a des besoins, c'est souvent un parent qui a des besoins. On ne peut pas considérer ça comme deux entités distinctes. Ça forme un tout. On se rappelle de Karl Lacherté qui avait jadis dit dans un forum Tous pour eux qu'un enfant existe dans les bras de ses parents. Donc, il faut toujours garder ça en tête, évidemment, quand on réalise des projets. D'ailleurs, le milieu communautaire, quand il est en intervention directe avec les enfants, il est souvent en diade avec le parent. Donc, il y a beaucoup à aller chercher dans cette expérience-là, notamment. Puis, une dernière recommandation qu'on faisait là, pour ce thème-là, c'était d'assurer une reddition de compte. En fait, on proposait d'assurer une reddition de compte de chaque ministère concernant la petite enfance et le soutien de famille. Ça existe déjà dans d'autres provinces canadiennes, par exemple le protecteur du citoyen version petite enfance ou des gens qui sont indépendants du gouvernement, mais qui ont le rôle de pouvoir informer, en fait, notre gouvernement sur l'état des enfants, sur les recommandations qu'on devrait suivre, les façons d'améliorer les services aux enfants et aux familles. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Non seulement qu'on ait des données via des grandes enquêtes, mais qu'on puisse documenter aussi notre performance comme société, comme gouvernement, à répondre aux besoins des enfants et des familles. On est à la période des questions. Oui, ça fait le tour pour cette première section
du webinaire. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, mais il y a toujours un petit moment de réchauffement là, normal dans la version webinaire. Donc, voilà. Ben, enfin, j'aurais envie, Sonia, de... Hop, on a une petite question qui vient d'arriver ici. Désolée. Est-ce que... Ah oui, oui, tout à fait. Le PowerPoint sera disponible, effectivement. En fait, on enregistre actuellement le webinaire. Le webinaire va demeurer disponible sur le site agirto.org et le PowerPoint aussi sera en ligne et puis un petit résumé de la démarche aussi sera en ligne à ce moment-là. Donc oui, effectivement, vous pourrez le revoir. Oui. Puis j'ai oublié de le mentionner, là, je donne plusieurs exemples de choses qui se sont faites, puis je vais vous en donner d'autres dans d'autres sections. Mais c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des exemples de vos différentes régions, en fait, pour venir appuyer cet argumentaire-là. Parce que, évidemment, ce travail-là, oui, c'était pour témoigner de tout ce qui s'est fait dans les 10 dernières années, mais ça se voulait aussi utile pour vous soutenir, vous, parce que vous êtes plusieurs à travailler d'influence, à aller voir des décideurs, à essayer de mettre en valeur ce que vous avez fait. Donc, si ça peut vous être utile dans ce travail-là, tant mieux. Et si on peut accoler, en fait, des éléments de notre travail avec des projets très concrets de votre région, ça sera fait volontiers. On va y revenir d'ailleurs d'ici la fin de la présentation, mais si vous avez des exemples que vous voulez déjà nous partager ou par la suite, ils sont les bienvenus. Effectivement, on va les recueillir. On a Esther Laframboise qui dit merci pour la reconnaissance du travail des organismes communautaires, puis aussi de souligner le manque d'accès. Mais en fait, j'ai l'impression, Sonia, qu'à travers l'ensemble de l'analyse qui a été faite, c'est sûr que le réseau communautaire a été... on s'aperçoit à quel point il est actif, à quel point il est important pour ce qui est de toute l'action de petite enfance. Oui, exactement. En fait, évidemment, tous les acteurs ont été très contributifs à l'ensemble de l'œuvre collective qui s'est réalisée. Mais le milieu communautaire est très présent. Dans certains plans d'action, même, il va chercher jusqu'à 90% du financement. C'est pas vrai pour toutes les régions, tous les regroupements locaux partenaires, c'est très variable en fait, mais ça illustre quand même l'apport de ce réseau-là. Et c'est un grand porteur d'action. On pourrait penser qu'il est plus, qu'il va agir plus au niveau des familles, mais non, il est très actif au niveau du soutien au développement des jeunes enfants également. Puis dans d'autres sphères d'activité. Travaille souvent en partenariat, ça aussi, bon, je souligne le fait que ce réseau-là est très actif, mais travaille très souvent en partenariat avec d'autres réseaux, le réseau des services de garde, les municipalités, le réseau de la santé et des services sociaux, pour ne nommer que ceux-là. Il y a de plus en plus, en fait, on observe de plus en plus des projets collectifs avec des ententes de partenariat. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourrait passer à la deuxième section tout de suite, puis comme je... Oui, excuse-moi. Parmi les gens qui assistent à ce webinaire, il y a des... Ah, excuse-moi? OK. OK, je le vois. De quel type de continuum de services préventifs et qui vise-t-on dans les services de première ligne? Parmi les meilleurs exemples de continuum qu'on a pu observer, en fait, il y en a qui sont vraiment intéressants. Je disais tout à l'heure que c'était surtout au niveau du développement langagier qu'on observait ce type d'intérêt-là, en fait. Mais on en a vu un socio-affectif aussi, j'en parlerai peut-être par la suite. Mais au niveau du développement du langage, on en a vu vraiment plusieurs. Je pense notamment à l'orthophonie communautaire. Il y a différents projets à travers le Québec là, qui se sont réalisés en Montérégie notamment. Il y a le groupe montérégien qui travaille plus particulièrement là-dessus. Vous en avez certainement entendu parler, sinon il y a un webinaire demain. J'en profite pour l'annoncer sur le sujet, mais bon, ça a été réalisé aussi en Outaouais. Moi j'analyse plus particulièrement les plans d'action qui sont dans l'ouest du Québec, là, donc Outaouais, Laval, Laurentides, Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, c'est les plans que je connais plus, même si je suis passée au travers de tout, je dois dire, pour réaliser ce travail-là. Mais ceci dit, quand on regarde au niveau du continuum du développement du langage, souvent, ce qu'on va voir, là, pour reprendre aussi les travaux du groupe montérégien sur le développement du langage, peut-être que je ne le nomme pas correctement, mais
Vous savez de qui je parle. Donc, on est souvent, en fait, dans la promotion, la prévention, puis il y a différents stades de prévention, évidemment. C'est différent, par exemple, quand on repère, justement, peut-être certaines limites ou certains défis pour un enfant versus un enfant qui a reçu vraiment là, un diagnostic formel qui va avoir besoin d'une intervention plus intensive. Donc, il y a vraiment un continuum entre ces choses-là. Quand on parle de promotion, on est vraiment plus dans l'information aux parents, par exemple. Donc, juste le fait de promouvoir le livre, le fait de... bon, j'ai déjà vu, par exemple, des centres de santé et des services sociaux qui ont révisé en fait le contenu de leurs cours prénataux pour y intégrer un volet sur le développement du langage chez les enfants, pour insister sur le fait que à quel point parler à son bébé c'est important, même s'il ne nous parle pas, par exemple. Donc ça fait partie d'activités de promotion. Donc, on a vraiment, c'est un bel exemple de continuum, en fait, à ce niveau-là. Dans les services de première ligne, on va vraiment retrouver tout ce qui est service de garde. Là, peut-être que je m'étends un peu, là, Catherine est à veille de me couper, je pense. Oui, Mais je vais peut-être juste terminer là-dessus en disant que dans les services de première ligne, on va retrouver des municipalités qui vont faire des activités en éveil à la lecture et à l'écriture avec les heures de compte, les bibliomobiles, des tentes de lecture dans les activités. Il y a j'ai vu des coins lecture dans des pharmacies, dans des restaurants. Il y a certains regroupements locaux qui se sont dotés, en fait, de bonnes pratiques en matière de coins lecture, qui ont éduqué en fait plein de partenaires, plein d'entreprises pour réaliser des bons coins lecture. Donc ça fait partie du continuum. Maintenant, en service de garde, quand des éducatrices, par exemple, observent qu'un certains enfants ont peut-être plus de défis à parler en fonction de leur âge, évidemment. Là. On ne s'attend pas qu'un bébé de 7 mois va parler de façon fluide, c'est adapté à l'âge, mais proposer des activités, soit en individuel ou en groupe, qui vont favoriser le développement du langage, l'éveil, la lecture à l'écriture. Donc ça fait vraiment partie d'un ensemble d'activités qui font en sorte que peu importe où la famille et l'enfant gravitent, en fait, il est exposé à des opportunités d'apprentissage qui vont favoriser le développement du langage. Il est aussi exposé à plein d'opportunités d'être repéré si des défis sont présents et d'avoir des activités adaptées en fonction de ses intérêts, mais aussi de certains défis qu'il pourrait avoir. Puis, à la fin du continuum, c'est sûr qu'on a des ressources qui peuvent répondre rapidement, en fait, à des besoins. J'ai l'exemple de l'Outaouais en tête où les listes d'attente ont diminué drastiquement, où l'âge moyen de référencement en matière d'orthophonie a diminué de 2 mois en 1 an. On est passé de 3 ans, 2 ans, 10 mois. Donc, c'est vraiment des exemples, non seulement de continuum, mais de l'impact réel que peut avoir un continuum de services là, sur les enfants et leur famille. Je vais terminer là-dessus. Mais je passerai en fait à la deuxième section tout de suite. Je sais qu'il y a d'autres questions qui sont entrées. On va y répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, par écrit sur le site. Puis je voulais aussi placer comme objectif dans la démarche qu'on est en train de faire, c'est aussi, notre objectif, c'est que ça vous serve pour, mettons, organiser vos plaidoyers, vos activités d'influence et tout ça. Donc, ce matériel-là, en fait, c'est pas tant Avenir d'enfant qui va partir en disant, bon, ben voici ce qu'il faut faire, mais c'est aussi surtout pour vous, pour que vous puissiez appuyer là, des activités que vous auriez à venir, là, donc dans vos démarches et tout ça. Voilà, fait que je voulais juste ajouter cette petite précision et on va passer sans plus tarder à la deuxième section. Oui, c'est passionnant tout ça, hein? Moi, ça me passionne, j'en parlerai beaucoup, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui poseraient beaucoup de questions et qui discuteraient longtemps de tout ça. Oui, effectivement, puis on a juste une toute petite heure. Oui, ouais. C'est ça. Heureusement, il y a d'autres occasions. C'est comme un petit teaser, là, finalement. On aura l'occasion de s'en reparler. Oui. La deuxième section, en fait, qu'on voulait aborder avec vous, c'est le soutien aux parents, plus particulièrement pendant la période périnatale. Ça ne veut pas dire que le soutien aux parents dans les autres âges de la vie n'est pas important, évidemment, mais
On sait en fait, d'un point de vue du développement de l'enfant, à quel point les toutes premières années, puis même la conception même de l'enfant est tellement importante, donc de la grossesse jusqu'à l'âge de 2-3 ans. On sait que c'est la période la plus active au niveau du développement cérébral. Moi, je m'amuse souvent à poser en question quiz quelle période vous pensez qui est la plus active sur le plan cérébral. Puis souvent, on pense que c'est quand une fois que l'enfant est né ou quand il s'approche de son entrée à l'école, mais non, c'est à partir de la grossesse, donc avant même l'accouchement. On sait que pendant les 2-3 premières années de la vie, c'est 1 million de connexions à la seconde qui se créent là, dans le cerveau des enfants. Et ça témoigne à la fois de la période d'effervescence que ça représente chez un enfant, mais aussi la période de grande vulnérabilité que ça peut représenter, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est tributaire de l'environnement, largement de l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Un environnement chaleureux, propice aux apprentissages, va permettre à l'enfant d'exploiter tout son potentiel, alors qu'un environnement hautement stressant, difficile, peut nuire en fait au développement du potentiel de certains enfants. Donc, c'est une période de grande vulnérabilité pour les enfants, mais c'est une grande période de vulnérabilité ou une période de grande vulnérabilité pour les parents également, du fait de la fragilité de l'enfant, mais aussi parce que c'est une transformation assez importante dans la vie d'un parent, qui est la naissance d'un enfant. C'est vrai pour les nouveaux parents, c'est vrai pour les parents d'un deuxième ou d'un troisième enfant, puisque ça change la routine, la dynamique familiale, etc. Donc, quand on regarde au niveau périnatalité, en fait, c'est quoi l'état de situation au Québec? C'est clair qu'on a développé plusieurs choses au Québec. On a une politique de périnatalité qui se termine cette année d'ailleurs. On a évidemment certains services qui s'adressent aux clientèles plus vulnérables, donc notamment le programme CIP. On a des congés parentaux qui sont somme toute assez intéressants quand on se compare au reste du monde. Donc, il y a plusieurs, évidemment, opportunités, en fait, pour soutenir les parents durant la période périnatale. Ceci dit, ce qui est quand même intéressant de constater quand on regarde l'état de situation, c'est qu'il y a quand même des choses qui stagnent au Québec, notamment les retards de croissance intra-utérin, qui se situent autour de 8% en fait des naissances depuis le début des années 2000, malgré en fait des mesures quand même assez costaudes là, pour soutenir les parents. On sait qu'au niveau des naissances prématurées, il y a eu une légère baisse depuis les années 2000, mais ça reste stable quand même là, depuis 2013. Puis c'est surtout similaire à ce qu'on a pu observer dans les années 90. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui expliquent ça, notamment les grossesses multiples, l'âge plus avancé des mères au moment où elles ont des enfants. Bon, ça explique en partie certaines choses. En même temps, un des éléments qu'on aborde peut-être moins, c'est à quel point les inégalités socio-économiques peuvent avoir aussi un impact au niveau de la grossesse et des naissances et de l'issue des naissances, en fait. Donc, on n'est pas tous égaux au moment de la grossesse ni au moment de la naissance de notre enfant. Et on peut observer, en fait, notamment en milieu plus défavorisé, des proportions plus élevées de naissances prématurées ou de retard de croissance intra-utérin, notamment. Ce qui est intéressant et inquiétant en même temps de constater, c'est à quel point les césariennes sont en augmentation constante au Québec. On est rendu maintenant à une césarienne sur 4, une naissance sur 4 en fait qui est faite par césarienne, c'est les données de 2014. Et ce, en fait, malgré le fait que plusieurs données, notamment un sondage qui a été réalisé là, sur les besoins en matière de périnatalité des parents au Québec. Donc, il y a quand même un parent sur 4 au Québec qui souhaiterait accoucher en dehors, en fait, des centres hospitaliers. Donc, on a vraiment, en fait, visiblement des besoins et des désirs et des réalités qui ne concordent pas toujours. Puis d'autres aussi phénomènes qui stagnent depuis certaines années. La politique de périnatalité 2008-2018 nommait notamment que ce qu'on avait déployé au Québec en matière pour réduire en fait les retards de croissance souterrain n'était pas nécessairement basé sur des données probantes. Donc on a certainement des améliorations à apporter malgré la panoplie de choses qu'on réalise. Quand on regarde ce qui s'est fait dans les dernières années, ce qui s'est fait par vous, en fait, dans les dernières années en matière de périnatalité, je pense que d'abord,
c'est important de mentionner à quel point l'intérêt et l'intensité de ce que vous avez développé dans les dernières années en matière de périnatalité a explosé en 6 ans. C'est phénoménal. En fait, on frise 2000% d'augmentation en 6 ans. Pour vous donner un aperçu, en 2016, on finançait en fait pour 5 millions, on a octroyé en fait à hauteur de 5 millions pour des actions qui visaient spécifiquement la période périnatale, puis des actions de soutien aux parents pendant la période périnatale. Donc, c'est vraiment important. Ça témoigne des besoins qui existent à ce niveau aussi, malgré le fait qu'il y a des cours prénataux, bon, les accouchements, il y a un suivi évidemment de grossesse qui est réalisé souvent par un médecin de famille, un obstétricien. Donc, malgré en fait toutes ces choses-là qui existent, il y a eu une demande très importante dans les dernières années. Donc, en fait, on concluait évidemment à quel point cette période-là a pris une importance grandissante dans vos préoccupations. On parle souvent de l'Agirto, je pense que c'est un bel exemple d'Agirto. Je pense qu'on peut se dire, peut-être pas mission accomplie parce qu'il y a sûrement encore beaucoup à faire, je pense, mais qu'on a fait des grands pas quand même dans les dernières années, visiblement. Mais en même temps, ce que ça témoigne, c'est que les parents ont des besoins importants en matière de périnatalité. Et ce qui est encore plus intéressant, en fait, c'est qu'en regardant, parce que oui, on a regardé, Maxime et moi, l'ensemble des plans d'action, bon, les constats qu'on peut en dégager, mais Avenir d'enfants a soutenu beaucoup de projets aussi en partenariat innovation, puis c'était l'occasion d'aller en regarder plusieurs, notamment la Maison Bleue, l'évaluation des relevailles qui a été faite avec l'Université Laval. Donc, c'est intéressant de comparer en fait ces informations-là entre elles pour voir à quel point les préoccupations que vous nommez dans vos plans d'action sont aussi observées à d'autres niveaux. Et ce qu'on constatait, non seulement à travers vos plans d'action, mais aussi dans les projets partenariat innovation, notamment auprès de la Maison Bleue, ça c'est incroyable. Mais saviez-vous que 60% de la clientèle rejointe par la Maison Bleue ne sont pas admissibles au programme CIP? Et pourtant, la Maison Bleue cible spécifiquement des parents qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, ça montre à quel point il y a de nombreux besoins chez les parents en matière périnatale, vulnérables ou non, et avec différents types de vulnérabilité, en fait, qui ne sont pas nécessairement couverts par, encore une fois, par l'offre de services institutionnels. Ce qu'on voit aussi, c'est que les besoins des parents sont vraiment grands et diversifiés. Si j'avais à résumer ce que vous nommez à travers vos plans d'action, les constats que vous faites sur les parents, les préoccupations que vous rapportez dans vos plans d'action, vous êtes nombreux à dire que les parents trouvent qu'il y a énormément d'informations contradictoires, qui subissent beaucoup de pression sociale, plus particulièrement pendant la période périnatale. Un bébé, c'est fragile, donc bon, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bon, ça devient presque technique à un certain point de devenir parent. Donc, vous avez été nombreux à rapporter ça, puis les effets négatifs que ça peut avoir en fait pour les familles. Vous avez été nombreux à rapporter le manque de soutien que les parents peuvent vivre à une période ou une autre de leur vie familiale, mais surtout pendant la période périnatale, qui est une période de grande transformation, comme on disait tout à l'heure. Il y a comme une espèce de vide, on dirait, après l'accouchement. Il y a un suivi de grossesse, bon, il y a la naissance, il y a la visite à domicile de l'infirmière, mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder notamment les services relevailles. Vous êtes nombreux à en soutenir à travers le Québec. Ce qui est intéressant d'une part, c'est de voir à quel point l'ensemble des différents services en matière périnatale ne se parlent pas nécessairement. Il y a comme un créneau centre hospitalier, puis après, bon, il y a différents acteurs qui agissent. Saviez-vous, par exemple, qu'il y a seulement 37% des familles qui profitent des services relevailles, qui ont participé à l'évaluation des services relevailles, qui ont été référés par un autre professionnel. Donc ça veut dire que la grande majorité, les 2 tiers, en fait, des parents qui utilisent les services relevailles les ont trouvés eux-mêmes.
Ils n'ont pas été référés par d'autres professionnels. Donc C'est- ça nous parle, entre autres sur le continuum de services, encore une fois. J'imagine que ça se module d'une région à l'autre, que selon les Oui, régions, oui, hein. ça se module d'une région à l'autre, effectivement. Ça, c'est une moyenne, en fait, là. C'est une moyenne pour l'ensemble des services relevés qui ont été évalués, mais c'est quand même parlant de voir que c'est les parents eux-mêmes qui trouvent les ressources dont ils ont besoin. L'autre affaire qui est vraiment intéressante, que vous êtes... ça, bon, c'est plus des données des relevailles, mais je pense que ça paraît à travers les plans d'action aussi, étant donné l'intensité que vous avez mis dans des actions en période périnatale, surtout dans les dernières années. En moyenne, en fait, les parents qui utilisent des services relevailles sont en lien avec l'organisation. Oui? Oui, il faut avancer, effectivement. Sont en moyenne 109 jours en lien avec les services relevailles. Pas d'affilée, évidemment, là, c'est réparti dans le temps. Mais ça témoigne encore une fois de l'importance des besoins. Puis peut-être, je pourrais dire que quand on regarde qui offre des services en matière périnatale que nous, on a soutenu à travers les plans d'action, c'est beaucoup des centres de ressources en périnatalité, mais aussi des organismes communautaires familles, très nombreux dans ce créneau-là. Donc, quand on connaît la précarité de certains organismes communautaires familles, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questions pour l'avenir. En fait, j'ai envie de dire, étant donné la hauteur des besoins, la hauteur de ce qui a été réalisé, puis c'est ça, la précarité qu'on connaît de certaines organisations. Ça nous a amené en fait à quelques recommandations concernant la période périnatale. Bien, en fait, on a mis sous un grand chapeau de reconnaître la période vulnérable et de transition qui est la période périnatale. Donc, on propose évidemment, étant donné que la politique de périnatalité arrive à échéance, ce serait important de poursuivre ces efforts-là avec un nouveau plan d'action en matière de périnatalité qui est intéressant de lier en fait à d'autres mesures et annonces qui ont été faites dans les derniers mois, notamment la politique de prévention. Il y avait une mesure qui était prévue dans la politique de périnatalité qui était vraiment intéressante, qui est l'avis de grossesse comme point de départ d'un continuum de services. Donc, on pense que c'est une recommandation qui est toujours valable. On pense que c'est important aussi de prioriser des investissements pendant la période périnatale, donc les premières années de la vie, étant donné l'importance de cette période-là, puis de continuer à soutenir une offre de services diversifiée et universelle en périnatalité. Oui, il y a des parents vulnérables, mais la vulnérabilité a différents visages et c'est une période de transition pour l'ensemble des parents, vulnérables ou pas. Voilà. Je vois qu'il y a des commentaires qui rentrent. Je les vois entrer. Nous allons y répondre. On vous le promet, mais Sonia est insatiable quand il s'agit de discuter. Puis effectivement, ce travail d'analyse-là a été tellement passionnant de découvrir en fait tout ce qui se cachait là, sous ces plans-là qu'on recevait depuis des années. Donc, je passerai là, tout de suite à la troisième section. Puis à la fin, on pourra peut-être revenir à certains commentaires là, s'il nous reste un peu de temps. Parfait. D'accord? Il y a certaines sections où j'ai moins de choses à dire. C'est encourageant quand même. Non, mais en même temps, c'est pas parce que c'est pas intéressant. Non, c'est clair. Donc, le prochain thème, c'est l'accessibilité et la qualité des services. On sait que les services peuvent agir comme un filet de sécurité pour les familles et les enfants. On mise beaucoup sur ce filet de sécurité-là pour les protéger. Mais en même temps, vous le savez certainement, la disponibilité d'un service, ça ne veut pas dire l'accessibilité d'un service. C'est pas parce qu'il est disponible qu'il est connu, qu'il est fréquenté, qu'il est apprécié. Donc ça d'une part. Et d'autre part, en fait, il ne faudrait pas penser que de proposer quelque chose à un enfant ou une famille, c'est toujours mieux que de ne rien proposer. Comme disait un de mes anciens professeurs à l'université, les voies de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Des fois, à vouloir bien faire, on peut faire du mal aussi. C'est pour ça que la question de la qualité est vraiment primordiale parce que des services de mauvaise qualité qui sont offertes à des enfants, des familles, mais principalement des enfants, ça peut constituer en soi un facteur de risque supplémentaire. Donc, imaginez un enfant qui est déjà exposé à plusieurs facteurs de risque. On sait que ça a des effets cumulatifs
au niveau du développement des enfants. Donc, si on ajoute en plus des services de mauvaise qualité, c'est inacceptable, tout simplement. On ne peut pas tolérer ça. On peut faire beaucoup plus de dommages que de bien. Donc, la question de la qualité est vraiment primordiale et l'accessibilité, évidemment, aussi. Qu'en est-il au Québec, en fait? Quand on regarde l'état de situation, d'une part, ce qu'on constate, c'est à quel point on a peu de données pour documenter systématiquement tant la question de l'accessibilité que la qualité des services. Pourtant, il y a des enjeux réels qui ont été confirmés par des enquêtes récentes et moins récentes sur les questions de l'accessibilité et la qualité des services. Par exemple, l'initiative Perspective Parents a mis en lumière qu'il y avait énormément de besoins au niveau d'accessibilité. Les parents étaient nombreux à dire qu'ils rencontraient plusieurs barrières d'accès à des services et qu'une seule barrière d'accès suffisait pour les décourager à utiliser des services. Donc, ça d'une part. Puis quand on regarde les enquêtes Grandir en qualité, déjà, il y en a seulement eu 2. Puis là, je ne suis pas en train de diminuer le travail colossal que l'Institut de la statistique du Québec a fait à ce niveau-là, bien au contraire. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps à réaliser ce type d'enquête-là, mais on en a seulement 2. Il y a des données qu'on a eues dans la première, qu'on n'a pas dans la deuxième, puis ça n'empêche pas que ce qui ressort de ces enquêtes-là est quand même assez inquiétant, puisqu'un enfant sur 4 dans un service de garde fréquente un service de garde de faible ou de très faible qualité. Donc, ça, c'est l'état de situation. Qu'est-ce que nous apprend l'action collective autour de ça? En fait, déjà, vous êtes nombreux à vous préoccuper de cet aspect-là, de l'accessibilité et la qualité des services. 25% des actions qui sont déposées à Avenir d'enfants concernent spécifiquement ces enjeux-là, et plus particulièrement les barrières d'accès. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que les barrières d'accès demeurent un frein important à l'utilisation des services. Vous êtes nombreux à agir là-dessus, mais ça prend du temps, réaliser ce type de projet-là. Et un des ingrédients primordiaux pour pouvoir agir sur ces aspects-là, tant la qualité que l'accessibilité, c'est la formation et le soutien pédagogique des intervenants. Vous êtes vraiment nombreux à avoir développé des actions de formation, de développement de compétences, notamment sur l'intervention avec les familles en milieu défavorisé, que ce soit par des outils de la formation, des communautés de pratique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'est réalisées à ce niveau-là. Vous nommez plusieurs préoccupations dans les plans d'action, notamment à quel point le premier contact peut être difficile à établir avec certaines familles. Donc, ça exige, en fait, du démarchage. Ça peut être difficile de maintenir le lien. Une fois que le contact est établi, de maintenir le lien sur le long terme. On sait que CIP, entre autres, expérimente des difficultés à ce niveau-là. Après ça, de pouvoir, en fait, faire découvrir aux parents d'autres ressources qui existent dans la communauté. Une des principales stratégies qui a été réfléchie au-delà du développement des compétences puis de la formation des intervenants et des gestionnaires, je devrais dire aussi. Il y a de plus en plus de gestionnaires là, qui sont mis dans la boucle. C'est vraiment le travail de proximité. Vous êtes nombreux à avoir investi dans ce type d'action-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées, beaucoup d'apprentissage aussi qui commencent à émerger. On arrive un peu à la conclusion que c'est en quelque sorte un travail en soi, hein. C'est une fonction en soi qui n'est pas vraiment du travail de rue, qui n'est pas vraiment, différents types de travail qui s'apparentent au travail de rue. C'est vraiment spécifique. Quand on parle d'innovation, je pense que c'est un bel exemple d'innovation. Et en ce sens, en fait, on a des recommandations qui viennent appuyer le maintien du travail colossal qui a été fait dans les dernières années sur l'accessibilité et la qualité des services. Donc, de soutenir le recoupement de services implantés à proximité du lieu de résidence des familles. Plus ça fait partie du milieu de vie des familles, plus ça a de chances d'être utilisé. Si c'est loin, s'il y a des entraves, s'il y a des barrières, ça va être vraiment difficile. Mettre en place des mécanismes pour documenter systématiquement les barrières d'accès aux services dédiés aux jeunes enfants et à leurs familles. On a trop peu de données encore au Québec là-dessus. On n'évalue pas systématiquement ce qu'on fait. Au-delà de l'appréciation des parents, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment matière à amélioration ici. Vous êtes nombreux à avoir développé des outils. Je pense qu'il faut continuer à miser là-dessus, les faire connaître. Développer des services ou des points d'information rendus disponibles dans les lieux fréquentés quotidiennement par les parents. Les parents ne sont pas embarricadés chez eux, ils vont au moins à l'épicerie, ils vont de temps à autre à la pharmacie, donc il y a des lieux de transit où qu'on peut investir. En fait, on a tout intérêt à être partenaire avec ces gens-là. Vous êtes nombreux à le faire déjà, mais je pense que c'est des efforts qui doivent être, encore une fois, qu'on doit faire connaître, qui doivent être
valoriser. Puis, élargir la gratuité aussi et la fréquentation des services de garde éducatifs à l'enfance aux familles à faible revenu. On sait que c'est un défi qu'on a encore au niveau de l'accessibilité. Ça, c'est au niveau de l'accessibilité, effectivement. Il y a des recommandations plus particulièrement au niveau de la qualité. Comme vous êtes nombreux à avoir demandé de la formation, du développement de compétences, on pense qu'il y a certainement des choses à faire au niveau des cursus de formation initiale, que ce soit les techniques d'éducation à l'enfance, bon, oui, à Saint-Hyacinthe avec les garderies, les ateliers, c'est ça. Donc, il y a différents projets, en fait, qui gagnent à former davantage les futurs professionnels là, qui vont œuvrer auprès des enfants et des familles. La formation continue, le soutien pédagogique, c'est vraiment pas du luxe. Vous êtes nombreux à en avoir utilisé, à avoir développé des projets de plus en plus intersectoriels. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a de l'influence entre intervenants qui se crée. Le milieu communautaire peut partager son expertise avec d'autres milieux et vice-versa. Donc, c'est vraiment des beaux lieux de transformation des pratiques. On suggère également de de développer une instance qui veille à la qualité des services à la petite enfance, pas juste des services de garde, vraiment l'ensemble des services. De maintenir les grandes enquêtes, évidemment, comme on a nommé. De dédier un budget pour la formation continue, puis de créer des instances de soutien pédagogique aux cliniques qui sont intersectorielles, comme je l'ai déjà nommé. Mon Dieu, que le temps file. Parce que là, j'y mets des petits signes de combien de temps il reste. Alors, je la stresse un peu. On arrive à la qualité de vie des familles, ce qui est la prochaine section. Je vous apprends rien, le milieu de vie, ça peut être une source de réconfort ou une source de stress et même de détresse dans la vie des familles. On a des parents, bon, c'est sûr, pour ne nommer que ceux-là, mais le logement, la sécurité alimentaire, la conciliation famille-travail, ce sont des éléments qui sont propres au milieu de vie et à la qualité de vie des familles qui peuvent avoir un impact positif ou négatif dans leur vie. Quand on regarde l'état de situation au Québec, on sait qu'il y a une famille sur 5 d'enfants avec des enfants de 0 à 6 ans qui vivent dans un logement non abordable. C'est en augmentation dans les dernières années, ce qui était quand même préoccupant. Et 6% des familles qui vivent dans l'insécurité alimentaire, c'est des données qui datent de 2014. Quand on regarde les données, le bilan fin, par exemple, des banques alimentaires, bien, on voit qu'il y a une présence accrue des familles. Je pense que c'est 30 quelques pourcents là, en 2017 des familles pas juste de 0,6 ans, par exemple, là, qui fréquentaient les banques alimentaires. Bon, on lisait dans les nouvelles, les actualités dernièrement que Montréal serait la capitale canadienne de la pauvreté des enfants. Donc, ça nous donne un bon aperçu de ce qui se passe. Il y a 62% des parents qui trouvent que la conciliation famille-travail est une source de stress. Le sondage réalisé par le réseau Point Québec Famille révélait ça dernièrement. Puis, il y a beaucoup de parents au Québec qui vivent à un niveau de stress très élevé. Pardon. Donc, quand on regarde qu'est-ce que nous apprend l'action collective dans les dernières années, on voit vraiment qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées pour offrir un soutien aux familles lorsque des besoins de base ne sont pas comblés. Vous êtes vraiment nombreux à avoir nommé ça dans vos préoccupations et à avoir choisi d'agir là-dessus, que ce soit en travaillant sur la scolarité des mères, je pense entre autres en Estrie avec les projets pilotes, mais aussi en Outaouais. Vous êtes nombreux à avoir décidé d'agir là-dessus, agir sur l'autonomie des familles aussi, sur le troc, par exemple, les jardins collectifs, les cuisines collectives, les groupes d'achat, bon, différentes actions, en fait, qui témoignent de l'importance de combler les besoins de base avant toute chose. C'est difficile de faire de l'éveil à la lecture et à l'écriture avec des parents, des enfants qui ont le ventre vide. Hein? On le sait, c'est assez évident. Donc, vous êtes nombreux à agir là-dessus. Les besoins sont nombreux. Vous êtes allés chercher des partenaires différents pour réaliser ce type d'action-là. Puis, ça m'amène, en fait, au deuxième constat qu'on tire de l'analyse de tout ça, c'est que des acteurs extérieurs sont nécessaires pour agir sur les conditions de vie des familles. Donc, l'acteur municipal, entre autres, est de plus en plus présent. On voit vraiment une différence marquée, là, surtout dans les 2 dernières années. Ce qui m'amène aux recommandations. Évidemment, de soutenir l'accès à des logements abordables et salubres pour les familles, c'est un incontournable et un besoin de base, j'ai envie de dire. Adopter un plan d'action gouvernemental en conciliation famille, travail, études, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là, que ce soit le nombre de congés de maladie payés, la quantité de vacances qui sont accordées aux familles, etc. Là, il y a différentes mesures. Puis,
Ce qu'on trouvait important aussi, c'est vraiment de soutenir des initiatives communautaires qui favorisent l'autonomie des familles. On ne peut pas toujours agir directement sur leur quantité de revenus, sur leurs revenus disponibles, comment dire, sur leur salaire, mais on peut possiblement agir sur leurs revenus disponibles en développant l'autonomie avec des groupes d'achat, etc. Et, pardon, ces projets-là sont souvent portés, encore une fois, par des organismes communautaires en famille. Et je pense que ça exige, en fait, qu'on puisse les poursuivre. En fait, tout ça est possible, j'ai envie de dire, grâce au dernier thème et non le moindre, le soutien à la mobilisation. L'importance de la continuité, de la complémentarité, de la cohérence des services, c'est plus vraiment à démontrer. C'est nommé parmi les 10 conditions de succès là, qui ont été développées par l'Institut national de santé publique, Julie Poisson. Et au Québec, en fait, bon, je ne vous apprends rien, dans les dernières années, on a réussi à réunir 139 regroupements locaux de partenaires, 3000 partenaires, on a rejoint 400 000 enfants, 25 communautés des Premières Nations via l'SC3S PNQL, 8 Nations CRI, on a un partenariat avec les Inuits, Centre d'amitié autochtone, 35 projets en partenariat et innovation. Tout ça n'a pas été réalisé en vain. Je pense qu'on peut se donner une bonne tape dans le dos. Et vous avez été nombreux à dire, mais comment on peut démontrer la plus-value de travailler ensemble? Ça, là, c'est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois, depuis au moins un an. On réfléchit à la pérennité, on veut dire, là, dans nos rencontres, là, on ne fait pas juste boire du café et manger des muffins. Hein. Des fois, moi je le sais, mais des fois, il y en a qui ont la perception, ah, ces gens-là font juste jaser ensemble. Qu'est-ce que ça amène de plus de travailler collectivement? Bien, vous êtes nombreux à dire à quel point ça amène beaucoup de choses de travailler ensemble, collectivement. Vous avez été plusieurs à réaliser des démarches de récolte des effets dans les derniers mois. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec l'équipe d'évaluation, ces données-là ont commencé à être évaluées déjà. Ça va être retourné à vous, évidemment. Là, moi, je fais juste vous donner quelques petits éléments parce que question de cohérence, c'est sûr qu'on allait s'appuyer sur ces données-là pour notre projet qu'on vous présente aujourd'hui. Mais ce qui ressort essentiellement, c'est que premièrement, la mobilisation, c'est l'étape de toutes les étapes, j'ai envie de dire. C'est la première étape de tout. C'est les premiers changements qui s'installent dans une communauté. Vous avez été nombreux à nommer ce type de changement-là. On travaille la gouvernance, on travaille notre travailler ensemble, là, comment on arrive à s'entendre sur ce qu'on veut faire, à développer des partenariats pour mieux faire, mettre en commun nos ressources. Donc, tout ça prend du temps. Ça prend 1 à 3 ans généralement. Puis là, c'est des moyennes, hein? Chaque milieu est différent, on insiste vraiment là-dessus. On ne peut pas dire, voilà, ça devrait prendre tant de temps, ça dépend de tellement de facteurs de toute façon. Mais ce qui est important à retenir, c'est surtout que c'est une étape importante et c'est souvent la première étape pour réaliser des changements d'envergure par la suite. Du moins, c'est ce que vous rapportez à travers les exercices de récolte des effets. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la durabilité des changements, ça prend du temps. Vous êtes nombreux à nous dire que ça prend du temps, ça n'apparaît pas comme par magie. On travaille d'abord le travail collectif, ensuite on s'attaque à des changements de pratique. Et ce qui est fantastique, en fait, ce qu'on remarque, c'est que oui, les changements de pratique prennent un certain temps, en moyenne au minimum 5 ans, mais en même temps, une fois qu'ils s'installent, c'est les plus durables dans le temps. Ce qu'on remarque également, c'est à quel point un soutien financier et humain est primordial. C'est d'importance capitale, ça ne peut pas se réaliser ou ça se réalise difficilement sans ça. Comme je disais tout à l'heure, que la capacité de chaque milieu est différente. Donc, dans les recommandations, ce qu'on nommait, c'était de soutenir une fonction de coordination, soit par du soutien financier, soit par la possibilité de réorganiser des tâches entre plusieurs ressources, entre plusieurs partenaires locaux, régionaux qui en expriment le besoin. C'est sûr qu'on ne va pas imposer une fonction de coordination là où ce n'est pas nécessaire. Mais là où c'est un besoin, comment on peut maintenir ça en place? Soutenir le travail intersectoriel de différentes façons, donc par du financement conséquent et de l'accompagnement, en encourageant les projets collectifs et les plans intersectoriels d'abord, en favorisant la cohésion entre les bailleurs de fonds. Il y a eu plusieurs expériences, les PIC notamment, là, où plusieurs bailleurs de fonds se sont mis ensemble, ont harmonisé leurs critères, leurs mesures de soutien. Donc ça, c'est vraiment prometteur. En offrant plusieurs occasions de partage, notamment avec les SIDG, avec les forums Tous pour eux. Dans notre cas, il y a le grand rassemblement qui s'en vient cet automne. Donc ça, c'est vraiment précieux. Vous êtes nombreux à nommer. En finançant les plans d'action à long terme,
Le court terme, c'est pas bon, ça donne pas autant de confiance dans ce qu'on fait, ça donne pas assez de temps pour réaliser ce qu'on veut faire, donc vraiment minimum de 3 ans pour le financement des plans d'action. Puis en poursuivant aussi la documentation des effets de la mobilisation et du travail collectif, je pense qu'on peut témoigner de notre expérience, puis il faut continuer à témoigner de cette expérience-là. J'ai fait le tour. Mais merci Sonia, puis vraiment, en fait, le sujet est intéressant. Je voyais vos commentaires entrer. On a un petit enjeu de temps parce que ça débranche à 12h30. Alors, c'est pour ça qu'on accélérait comme ça pour pas se perdre en plein milieu d'une phrase. Cependant, ben évidemment, il y a toujours un petit sondage là, qui suit un webinaire, puis j'ai l'impression que qu'il pourrait y avoir une discussion autour de tout, de tout ce qui a été nommé ce midi. Et ben en fait, si ça vous intéresse, si vous avez envie qu'on poursuive une discussion, qu'on en amorce une, indiquez-le dans le sondage. Comme ça, nous, on sera en mesure de peut-être de mettre en place un événement ou un moyen là, de pouvoir mettre ça en place. On a un commentaire ici qui vient de rentrer de Marie-André Nadeau qui dit « Super intéressant, merci beaucoup. » Donc, ça nous fait vraiment plaisir, puis elle a hâte d'en lire plus. Donc, oui, indiquez-nous-le si vous voulez qu'on poursuive. Je me dépêche parce qu'on me fait signe qu'il reste 3 minutes. Donc, je vous le rappelle, cette démarche-là, c'est pas tant pour qu'Avenir d'enfant parte avec son petit bagage puis aille faire des revendications, c'est surtout pour nourrir les vôtres. Donc, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter, envoyez-nous des exemples d'actions qui sont en lien avec des choses qui ont été nommées ici pour que nous, on puisse vous monter des banques. On est là pour vous soutenir, donc n'hésitez pas à nous contacter. La démarche va être en continu jusqu'en 2020, évidemment, parce que, bon, Avenir d'enfant, le projet collectif Avenir d'enfant va se terminer en 2020 et donc, il y aura d'autres apprentissages qui vont se faire. On va continuer cette démarche-là. Si vous voulez des informations, tout va être mis en ligne. En fait, les résultats de cette démarche-là vont être déclinés sur le site agerto.org. Il y aura un info courriel qui va commencer à être diffusé à peu près toutes les 2 semaines qui vont vous informer des nouveautés sur agerto.org. Donc, inscrivez-vous. Je crois que l'adresse où vous pouvez vous inscrire vient d'être mise dans la boîte de chat. Donc, je vous le répète, la VIA va être mise en ligne sur Agerto, le PowerPoint aussi. Sur cette adresse-là, vous avez l'adresse sur ce site-là, vous avez l'adresse où vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. N'oubliez pas de remplir le sondage. Et en terminant cette fois-ci, il y a un autre webinaire demain. On est en sprint pré-Saint-Jean, en fait, sur un projet dont Sonia a parlé plus tôt, donc l'orthophonie communautaire avec le groupe de travail montérégiens. Je m'étouffe. C'est à 11h demain matin. Vous pourrez vous brancher. J'ai aucun doute que ça va être très intéressant. Merci beaucoup.